Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Rêve le Monde. Moi bien reconnu, je suis Denise Mukendi. Je vous amène sous un autre ciel aujourd'hui. Nous sommes à Bruxelles, la capitale de la Belgique, avec un autre invité dans un autre décor. Ici, nous sommes à côté de la gare du Midi qui fait partie de la commune de Saint-Gilles, 1060. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, suivez l'inauguration de l'hôpital du Cinquantenaire par son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Juste après, la descente de 2 membres du gouvernement au Bas-Congo en vue d'apporter une aide au nom du gouvernement congolais aux sinistrés. Enfin, l'interview. Et je reviens juste après. L'eau, source vitale, incolore, inodore, mais lorsqu'elle s'agite et déborde, elle est sans pitié. C'est dans la journée du 3 au 4 et la nuit du 5 au 6 qu'une pluie diluvienne s'est abattue sur Tchela, Ntioni, Lukula, Lemba, Mbanzaboma. Un spectacle de désolation. Cette situation a occasionné le déplacement des personnes, une destruction des infrastructures, ce qui a causé un drame humanitaire. Différents ressortissants de ce coin, entre autres le ministre des Affaires foncières, son Excellence Robert Mbouingabila, ont initié un plaidoyer au niveau du gouvernement central afin de venir en aide et susciter un élan de solidarité
pour cette population meurtrie et en détresse, se retrouvant dans une souffrance extrême. À son tour, le gouvernement central n'est pas resté indifférent. Sous l'impulsion du chef de l'État congolais, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui ne ménage aucun effort à l'égard de ses compatriotes du Bas-Congo, il a initié cet élan à travers le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité internationale, ainsi que le ministère des Affaires foncières. Le ministre Charles Nawej, homme de terrain, qui ne cesse de multiplier des initiatives et des stratégies dans son action, était à la tête d'une forte délégation pour palper du doigt les réalités et aider accompagné d'un fils du terroir, un élu de Tchéla. L'activité était un moment fort et très important pour eux à l'égard de cette partie de la population. Plus de 10 000 tôles, carburant, moteurs, couvertures, ustensiles de cuisine et tant d'autres biens de valeur ont été distribués. De kilomètre en kilomètre, de village en village. L'action qui a commencé à 10 h a pris fin vers 23 h malgré l'état des routes et des heures avancées. Les villageois étaient contents d'accueillir les émissaires du chef de l'État. Les deux membres du gouvernement ont exprimé leur manière d'accompagner l'action et la vision du chef de l'État congolais. Et ils s'expriment en ces termes. C'est toujours un double sentiment quand je dois intervenir pour les actions humanitaires. Il y a toujours un sentiment de joie de voir que je peux réconforter au nom du chef de l'État nos populations qui sont touchées. Mais d'un autre côté, il y a un sentiment de tristesse puisque je préfère que ces choses n'arrivent pas. Et que si nous devrions intervenir, je préfère qu'on intervienne dans les actions de développement et surtout que la plupart des catastrophes sont parfois évitables. Et donc c'est pour ça que je fais un gros plaidoyer pour que nous investissions plus dans la prévention plutôt que dans la réparation des dégâts. Vous verrez que chaque fois que nous intervenons en termes d'assistance humanitaire, il y a toujours un volet prévention. Vous avez vu qu'on a mis en place des brigades, mais ces brigades, au fait, ont un rôle de prévention, puisque nous savons très bien que ça fait quand même une vingtaine d'années, une trentaine d'années que nous n'avons pas investi dans les actions d'assainissement et d'urbanisation de nos villes. La croissance démographique a fait que les gens se sont installés sur des sites parfois sans normes d'urbanisation. Mais là, il nous appartient, nous, en tant que pouvoir public, de pouvoir investir dans l'urbanisation et éviter ce genre de catastrophes à l'avenir. Mais pour nous, la prévention occupe une place de choix dans la politique d'assistance humanitaire. Écoutez, Robert Mbouinga, c'est le député élu de Tchéla, devenu ministre. Et donc, je ne peux pas dissocier les différentes qualités qui sont les miennes ou les différents titres qui sont les miens lorsqu'il faut agir. En tant que membre du gouvernement, naturellement, je dois pousser et participer à la prise des décisions. En tant qu'élu de Tchéla, je dois également participer à l'information du gouvernement par rapport aux problèmes qui se posent dans la population de Tchéla. C'est ce qui a été fait. Lorsqu'il a plu au gouvernement, en conseil des ministres, de décider de pouvoir venir en aide aux populations sinistrées du bas-fleuve, Tchéla, Sioni, Lukula, Lemba, nous avons effectivement applaudi cette décision. Nous avons suivi auprès du ministre des Affaires sociales l'évolution du dossier et jusqu'à la libération des fonds, jusqu'à l'acquisition de ceux de biens non alimentaires dont les populations avaient besoin, étant donné qu'il y a eu des maisons effondrées, des maisons démolies par les pluies. Je suis dans cette délégation avec le ministre des Affaires sociales, non pas parce que je suis élu de Tchéla, originaire de là, non, je suis en tant que ministre des Affaires foncières. Pour quelle raison? C'est que la plupart des maisons qui ont été détruites sont des maisons qui ont été construites dans des sites qui ne sont pas des sites appropriés, n'est-ce pas? Nous appelons ça des sites non édificants, c'est-à-dire des sites sur lesquels normalement il ne faut pas construire. Alors lorsque le gouvernement intervient pour aider
la population à reconstruire les maisons qui ont été détruites, il serait irresponsable de la part du gouvernement de permettre que ces populations reconstruisent dans les mêmes sites qui sont à la fois risqués et non appropriés. Donc je suis là pour effectivement, avec les autorités locales et avec les services du ministère des Affaires foncières, trouver les sites appropriés qui vont être disponibilisés pour que toutes ces populations sinistrées et qui ont perdu leur logement ne reconstruisent pas dans les mêmes sites où il y a eu les inondations, parce que s'ils le font, demain, il y aura encore de pluies diluviennes, demain, il y aura encore des inondations, et donc demain, il y aura encore des démolitions. Donc j'y suis parce qu'il est nécessaire de pouvoir identifier des réserves foncières, aménager ces sites et permettre à ces populations sinistrées de pouvoir effectivement aller reconstruire avec l'aide du gouvernement leurs maisons démolies par les inondations sur des sites appropriés et non risqués. Non, il ne se pose aucun problème de terre avec le chef coutumier parce que la loi, vous le savez, fait de la terre une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État congolais. Nous avons également dans la loi foncière l'article 389, je crois, qui parle des terres occupées par les communautés locales. Donc il n'y a pas de problème. C'est nos vénérés chefs coutumiers qui pensent et qui revendiquent des droits de propriété sur la terre, alors que, ils n'ont que des droits de jouissance, non pas en tant que chefs coutumiers, mais pour leur communauté locale, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour ceux qui sont leurs sujets, entre guillemets. Et donc ce que nous allons faire, c'est simplement de disponibiliser dans chaque agglomération, dans chaque ville, dans chaque site, dans chaque localité, des terrains qui ne sont pas des terrains qui appartiennent aux chefs coutumiers, qui sont des terres qui appartiennent à l'État congolais et qui sont propices pour recevoir l'habitat. Et nous allons, en tant que ministre des Affaires foncières, signer les arrêtés pour créer ces réserves foncières et ensuite permettre aux services de l'État de pouvoir aménager ces sites avant que nos concitoyens ne puissent construire. Parce qu'il faut qu'on ne continue pas de construire comme aujourd'hui, où vous avez dans des cités des avenues qui se terminent en triangle, d'autres qui se terminent contre le mur d'une maison, ensuite des gens qui construisent sur des caniveaux ou sur des égouts et qui justement accentuent les risques et les effets dévastateurs, n'est-ce pas, de phénomènes naturels que sont les pluies et les inondations. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, on vous retrouve ici à Bruxelles, précisément en Belgique. Les téléspectateurs veulent savoir un peu à qui ils ont affaire. Parlez-nous de vous. Comment vous vous définissez en tant que personne? Alors, je m'appelle monsieur Dikolo Didier Boniface. Je suis congolais d'origine. Je vis en Belgique depuis environ 5 ans. Je suis arrivé ici en 2009 pour des raisons d'études. Vous êtes un jeune. Pourquoi cette motivation pour la politique? Et pour vous, la politique, c'est quoi? Écoutez, madame, j'ai toujours voulu faire de la politique. J'ai toujours voulu lutter contre les injustices sociales. J'ai toujours voulu participer, porter et partager le poids de l'organisation de ma société par l'action politique. Parce que je considère en conscience que c'est une noble chose que de servir son pays en politique, que c'est un courage exceptionnel, que de sortir de la contemplation excessive et même passive du monde pour s'engager résolument dans l'action politique. En ce qui me concerne, parce que c'est cela évidemment votre question, il s'agit de ramener les questions d'intérêt national sur la place publique, de le discuter, de le réfléchir et de prendre des décisions en tant que jeune. La politique, qu'est-ce que c'est la politique? Eh bien, la politique est d'abord et avant tout action. La politique est action, une action voulue et résolue en vue de la construction du bien-être. Et à quelque échelle qu'on la pratique, à quelque échelle qu'on la situe,
au niveau local, au niveau provincial, au niveau national, la politique a pour vocation, seule vocation, la transformation de notre destin collectif en une destinée voulue. J'aime bien quand on chante dans notre hymne national, nous avons été unis par le sort. Nous avons été unis par les sorts de la colonisation, nous avons été unis par les sons de l'aventure de 1885 après la conférence de Berlin et la volonté du roi Léopold II. Nous voudrions, en nous engageant en politique, non pas être unis par les sorts, mais unis par une décision, une résolution voulue en transformant notre existence quotidienne par des actions, par des politiques efficaces, par la transformation de la destinée collective de notre population. Voilà en quelque sorte l'approche qu'on pouvait faire de la politique. Alors en tant que jeune, évidemment, sur quoi repose le principe de mon engagement? Le principe de mon engagement repose sur la rupture avec le passé. Il faut changer les choses, il faut faire bouger les choses à tous les échelons nationaux. Il faut changer des questions de sécurité au pays, des questions de développement au pays, des questions sociales au pays. Et c'est cela, évidemment, s'inscrit mon engagement en tant que jeune en politique. Parlons de la République démocratique du Congo, votre pays d'origine. Vous, en tant que personnalité de la diaspora, lorsque vous entendez que des mauvaises ou de bonnes nouvelles qui viennent de votre pays, que ressentez-vous? Alors, en termes de bonnes nouvelles, c'est une question de fierté. On est tous du Congo, on est né au Congo, on se bat pour le Congo. Et quand il y a des très bonnes choses, des bonnes politiques publiques qui sont en train d'être réalisées au Congo, on ne peut que ressentir de la fierté pour le Congo, pour son pays. Mais quand il y a des mauvaises nouvelles, et bien évidemment, c'est de la consternation. Et on ne souhaite qu'une chose, que les choses changent. On ne souhaite qu'une chose, que des politiques publiques efficaces soient menées en vue du changement. Parlons des questions de l'heure. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, on voit beaucoup plus la guerre qui sévit à l'est du pays. Vous, en tant que Congolais de l'étranger, comment faites-vous l'analyse de tout cela? Alors, il faut recadrer les choses et même préciser les choses en amont. C'est que la sécurité physique, la sécurité de la population est un élément primordial à toute activité humaine au sein de quelques collectivités que ce soit au sein d'un groupe ethnique, que ce soit au sein d'un groupe communautaire en termes de province, et que ce soit au sein de toute la nation. Il faut de la sécurité pour permettre aux gens de pouvoir exercer librement leurs activités, que ce soit les activités marchandes, que ce soit des activités économiques et toutes les autres activités, il faut de la sécurité. Et en termes du Congo, je pense que nous en avons déjà beaucoup subi, de guerres d'agression, des problèmes de révolte. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais comment on peut arrêter? Il ne faut pas que ça soit un slogan, il ne faut pas que ça soit un vœu pieux. Il faut que l'État s'implique. Parce que l'État a la première obligation de garantir la sécurité physique de ses citoyens, Et c'est cela la souveraineté de l'État. Il n'y a pas une seule personne qui peut se disputer ce principe, cet attribut de souveraineté avec l'État. C'est l'État qui doit garantir cette souveraineté de l'État. Je suis très fier de voir qu'actuellement, avec l'appui de la communauté internationale, à travers la brigade d'intervention rapide, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées. La mise en déroute de rebelles ougandais de l'ADF NALU, la neutralisation complète de rebelles du M23. Ça, il faut féliciter l'armée congolaise, il faut féliciter les gouvernements. Mais encore faut-il que ces actions ne s'inscrivent pas dans la courte durée. En parlant de déstabilisation et de la sécurité, on voit aussi le phénomène Kuluna qui est éradiqué, mais bien sûr à Kinshasa. Faites-nous un peu aussi l'analyse sur ça. Alors, le phénomène... Le général Kanyama, bien sûr, qui est à la tête de la police. Alors, il faut bien préciser les choses. Les banditismes urbains étaient fin des sociétés. Dans toutes les sociétés, dans la Rome antique, en Grèce antique, les banditismes urbains a toujours existé. Alors, le prestige de l'État et des structures qui assurent sa continuité résident dans la capacité de l'État et dans la capacité de ces structures, des institutions dans le cas échéant, à pouvoir canaliser cette violence, à pouvoir convertir cette violence en une donnée positive en vue évidemment de la construction nationale. Le phénomène Kuluna,
Je suis tristement consterné lorsque je vois des reportages, lorsque je lis des analyses politiques sur les phénomènes à Kinshasa qui continuent de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, d'après l'enquête du Médecins du Monde, l'ONG Médecins du Monde, que j'ai lu il y a quelques temps, il existe plus de 18 000 enfants de la rue qui sévissent à Kinshasa, qui se versent dans les banditismes urbains, dans l'extorsion, dans les viols, dans les meurtres de toutes sortes. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut évidemment des actions de réinsertion sociale, des actions de révalorisation de la famille, parce que ces enfants viennent des familles pauvres. Ces enfants, dites-moi, Denise, ces enfants qui sont très peu ou pas instruits du tout, qui ont perdu tout et qu'on accuse des sorciers, ces enfants qui n'ont aucune visibilité sur l'avenir, dites-moi ce qu'ils peuvent faire de mieux que de pouvoir exprimer leur frustration sociale à travers la violence. Et donc, mais l'INPP est là. Le gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, a mis en place une structure pour révaloriser, comment on appelle ça, ces enfants-là de la rue. Parlons aussi des questions de l'heure. Les Congolais, le monde aujourd'hui pleure King Kestre Meneya. J'étais très touché en apprenant la disparition du chanteur congolais, musicien congolais, compositeur, King Kestre Meneya. Et j'en profite de l'occasion pour adresser toutes mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'artiste, mais également à la famille professionnelle, à l'Union des musiciens congolais, mais également à tous les Congolais, parce que c'est un artiste, c'est un chanteur de problèmes de l'âme congolaise. Et donc, j'en profite évidemment pour encourager sa famille biologique, sa maman, sa femme et ses enfants qui ont perdu un être cher. La problématique des combattants, la problématique des actions musclées contre les musiciens. Je n'ai pas des positions à prendre ouvertement, mais je remarque d'ailleurs que la musique congolaise a perdu de sa place tant en Europe qu'en Afrique tout entière en raison de ces phénomènes-là. Quel est le véritable problème ? Je ne saurais pas répondre à cette question, d'autant plus que les revendications de nos concitoyens vivant en Europe, ici en Europe, ne sont pas claires à ces sujets. On les accuse d'avoir soutenu ou de soutenir le régime en place. On les accuse également de participer à des mouvements, à des opérations qui sont contre les intérêts des Congolais au niveau du pays. Mais il faut regarder au cas par cas. Le musicien est d'abord et avant tout un artiste. Il y chante pour celui ou pour celle qui a payé plus. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut relativiser les choses, qu'à ce niveau-là, il faut se mettre autour d'une table et pouvoir voir les choses en face. Pouvoir voir les choses, discuter avec les musiciens, discuter avec les Congolais sur les véritables problèmes. J'en profite également pour faire un appel à tous les membres de la diaspora sur cette question, la question des musiciens congolais. Notre musique regresse au profit des autres musiques africaines, la musique ivoirienne, la musique sénégalaise. Et la musique congolaise, il y a quelques années, c'était la musique top au niveau africain. Et donc cette musique, c'était un manque à gagner grave. Et nous devons évidemment le regretter et savoir comment agir pour pouvoir changer les choses à ce niveau-là. Parlons de la femme. La journée internationale de la femme, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le 8 mars, la journée internationale de la femme fait partie de 87 journées consacrées, adoptées par les Nations Unies, dans le cadre de la lutte contre l'inégalité et contre, évidemment, l'exclusion sociale des catégories mineures, marginalisées et même exclues de la société. Au-delà de toutes les opérations festives auxquelles on a toujours assisté à Kinshasa, le jour du 3 mars, vous allez trouver des femmes en pagne, un décor que j'apprécie très bien. Il faudra évidemment beaucoup de réflexions sur la question de la femme au Congo. Il faudra également beaucoup de moyens, beaucoup de politiques au niveau de la visibilité de la femme dans l'exercice des charges publiques. Il faudra également beaucoup de moyens pour valoriser la famille. La femme congolaise, c'est elle qui nourrit la famille.
La femme congolaise, c'est elle qui s'occupe des enfants. La femme congolaise, c'est elle qui se lève à 4 h du matin pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Il faut beaucoup de politique et d'encadrement. Et je souhaite ici à toutes les femmes congolaises une très bonne journée de la femme le 8 mars prochain. Et je leur dis tout mon soutien en ce qui concerne leur lutte pour la promotion de l'égalité et du traitement humain à l'égard de la femme. Monsieur Dikolo, on va terminer sur une bonne note. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a mis en place une vision, celle de la révolution de la modernité. Vous, en tant que Congolais de l'étranger, comment vous comprenez cette vision-là? Le gouvernement congolais tend la main à la diaspora. Vous, qu'en pensez-vous? Quel sera son apport? C'est en fait ça. Quel sera l'apport de la diaspora dans la vision? Pour moi, c'est une question... si ce n'est pas une question d'idéologie, ça sera alors une question d'appel à des efforts de développement du pays. Alors, la diaspora, il faut le dire, participe déjà très largement aux efforts de la reconstruction de la République démocratique du Congo. D'après le chiffre établi par les Nations Unies pour l'année 2012, la diaspora congolaise a envoyé plus de 6 milliards de dollars au Congo. Et c'est une aide substantielle pour la reconstruction du Congo, d'autant plus que l'aide envoyée, de l'argent frais envoyé par la diaspora congolaise à leur famille, c'est de l'argent qui directement est reversé dans des politiques, dans des urgences, dans des besoins urgents et quotidiens de la population. Un problème de maladie, un problème de scolarité de l'enfant, un problème évidemment de loyer. C'est de l'argent que nous envoyons régulièrement au Congo. Cette aide est beaucoup plus importante que toute l'aide publique au développement envoyée par le partenaire de la République démocratique du Congo. Donc déjà, nous participons très largement aux efforts de reconstruction et de développement du pays. Alors, il faudra encadrer ces efforts. C'est de l'argent, 6 milliards de dollars, c'est pratiquement le budget de la République démocratique du Congo en termes pour l'exercice évidemment des années précédentes. Bon, maintenant, on est à 8 000. Ce n'est pas ça la question. Il faut encadrer cette aide-là, comme le font les autres diasporas. Il existe d'ailleurs dans les autres pays ce qu'on appelle le ministère de l'étranger, le ministère des Marocains de l'étranger, le ministère des Juifs de l'étranger. Il faut dire d'ailleurs en termes des Juifs, là on n'en parle même pas parce que les Juifs participent très largement à la reconstruction de leur pays. Ce sont eux qui tiennent le monde aujourd'hui parce qu'on a vu l'importance de la diaspora. Il faut encadrer cela, il faut des efforts du gouvernement. J'ai vu l'ambassadeur Mova du Congo en Belgique qui a organisé des forums pour pouvoir discuter largement. Ce sont des initiatives à encourager. Mais encore faut-il que ces opérations, ces forums, ces initiatives ne se limitent pas à des effets d'annonce, à des recommandations qui vont pourrir dans les tiroirs des gouvernants. Il faut des actions concrètes, il faut des décisions qui permettent à la diaspora de s'insérer très durablement dans les efforts de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et oui, comme je vous le dis souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Réflexion, c'est terminé pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier toute mon équipe technique. Sylvain Lupumba Bombastique était au montage et à la réalisation de cette émission en Belgique. Je tiens à remercier toute mon équipe technique de Kinshasa, mon réalisateur Roi Mouchala Kiamba, Ibrahim Tsakalanoso, Robert Nzuzi Ngoy, Charmant Lelo, Karel Devokolo, Sony Kiabamba pour Kinshasa. En France, Lydie Misenga, Ilunga Mwanabute et Wamutombo. Dédicace spéciale à Madame Nicole Dibambo Kitoko Boanga, Madame la DGAI de la RTNC. Je salue aussi toute l'équipe de Dominicalement Votre. Je voulais suivre le programme de la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Vous avez loupé cette émission les dimanches, c'est pas grave. Retrouvez-nous sur www.denismkendi.com ou sur notre compte Facebook. L'histoire du Congo s'écrira avec vous. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro.
wamwe wamayi babitale wa mukenge